Imaginez, si vous le voulez bien, que vous naissiez en même temps que deux autres frères et sœurs. Vous êtes un triplé. Et vous trois, les triplés, êtes complètement identiques. Et non seulement cela, mais en grandissant, vous menez des vies totalement identiques. Vous écoutez la même musique, vous jouez au même jeu, vous vous habillez de la même façon, vous mangez les mêmes aliments et buvez les mêmes boissons. Et vous aimez tous exactement les mêmes choses. Vous êtes tous complètement identiques à tout point de vue. Puis un jour, une énorme dispute éclate et maman et papa divorcent. Et puis le juge décide que vous trois, les frères et sœurs, devez être séparés. L'un de vous vit avec papa, l'autre avec maman. Le troisième vit avec, je ne sais pas, une grand-mère ou un oncle marié à quelqu'un de la famille. Imagine ce que tu veux pour ce tuteur, d'accord ? Durant ton enfance, on te dit de te méfier et d'éviter de parler à l'autre tuteur et à l'autre frère ou sœur. Papa affirme que maman a commis des choses horribles. Maman affirme que papa a fait des choses horribles. Grand-mère, ou le troisième tuteur, dit que les deux parents sont fous et que c'est pour ça que ce troisième tuteur a obtenu la garde. Mais un jour, après que tout se soit un peu calmé, le juge ordonne que les trois tuteurs et les trois frères et sœurs doivent vivre dans la même maison. C'est gênant au début, mais au final, tu n'as pas le choix, vous devez vous confronter. Après des années séparées, vous voilà enfin réunis, frères et sœurs, dans la même pièce. Et ce qui est fou, c'est que lorsque vous vous regardez, je veux dire, oui, il peut y avoir quelques petites différences ici et là. L'un de vous peut avoir une coupe de cheveux un peu différente, l'autre peut porter des lunettes, peu importe. Mais quand vous vous regardez, vous êtes toujours complètement identiques. Finalement, l'un de vous brise la glace. Salut, comment ça va les gars ? Ça fait un moment ? Bien ? Bien, ouais, je vais bien. On va bien. Maintenant, ça va, ouais. Mec, c'était quand la dernière fois qu'on était tous ensemble ? Ça rappelle le bon vieux temps, comme quand on a tous sauté du pont dans la rivière. Rivière. Ne le dites pas à maman, à papa ou au troisième tuteur, mais j'ai un peu fait entrer ça en douce. Ça vous dirait un shot de Schlibossa ? Yeah! Je savais que vous alliez en ramener discrètement. Oui, allons-y. Attends, mais techniquement, t'as plus le droit d'en boire, non ? Enfin, techniquement, oui, mais... En résumé, mesdames et messieurs, voilà en gros le pays de Bosnie-Herzégovine. Parlons un peu de géographie. Salut à tous, c'est Barbie. Alors, quoi de neuf pour les jerks jamaïcains ? On a une tasse Geography Now, devinez quoi ? Je porte un t-shirt Geography Now et vous pouvez trouver les deux sur geographynow.com. Allez voir le site, on a des sacs à cordon, des sweats à capuche, des mugs, tout ce qu'il faut. Prenez le merch, faites-en ce que vous voulez après. Je sais pas, mettez-le dans une fusée et envoyez-le sur la lune, ça m'est égal tant que vous prenez le merch. Comme je dis toujours, ce n'est pas se vendre si c'est ta marque. Bref, récemment, j'ai été invité par mon ami Robert Dacitin dans son pays d'origine, la Bosnie-Herzégovine, pour documenter le pays et interviewer les habitants. Donc la plupart des gens, laissez-moi poser cette tasse, donc la plupart des gens, quand ils entendent le nom du pays Bosnie-Herzégovine, ils ne savent probablement pas grand-chose à son sujet, n'est-ce pas ? Récemment, lors de leur début en phase à élimination directe de la Coupe du Monde, ils ont enfin attiré l'attention. Beaucoup étaient confus et cela devenait une blague récurrente. Ils se demandaient pourquoi les États-Unis affrontaient deux pays, la Bosnie et l'Herzégovine, alors que c'est un seul pays. J'expliquerai plus tard. D'abord, le nom. Bosnie-Herzégovine. 9 syllabes. C'est un nom long pour un pays, non ? La plupart des pays n'ont que 2 à 4 syllabes, comme Pérou ou Mongolie, Ghana. Bon, pour être honnête, mon pays, les États-Unis d'Amérique, a aussi environ 9 syllabes, mais personne ne dit jamais le nom complet, d'accord ? La plupart des gens disent juste États-Unis, USA ou Amérique. Et je sais ce que vous pensez, les latino-américains. Vous pensez, ce n'est pas le mot correct, ils sont états-uniens. Bah écoutez, les latino-américains, c'est pas moi qui fais les règles, d'accord ? La grande majorité du monde s'est simplement habituée à nous appeler Américains et à appeler notre pays l'Amérique. Il est américain, elle aussi c'est l'Amérique, ils viennent d'Amérique, partout, de la Mongolie au Nigeria, le même mot s'utilise. Ce n'est pas moi qui décide, bref, je m'éloigne. Bref, la deuxième chose qui est déroutante à propos de ce pays, c'est évidemment le nom, Bosnie-Herzégovine. Alors pourquoi y a-t-il deux noms dedans ? Est-ce que ce sont deux pays ? En bref, non. Mais c'est là que ça devient encore plus compliqué, parce que techniquement, le pays est divisé en deux entités séparées, mais ce n'est pas la Herzégovine et la Bosnie, c'est autre chose. Mais si tu réfléchis, il se divise plus ou moins en 4 unités distinctes, ou en 3,5, dont une se chevauche un peu. Franchement, ce pays est vraiment compliqué. Je vais essayer de t'expliquer du mieux possible, d'accord ? D'abord, retiens ceci. La Bosnie-Herzégovine est étrange, parce que c'est un pays composé et gouverné par 3 groupes ethniques reconnus constitutionnellement, d'accord ? Les Bosniaques, qui représentent un peu plus de la moitié du pays, puis tu as les Serbes, qui représentent environ un tiers du pays, et les Croates, qui représentent environ un cinquième du pays. Et le reste, ce sont tous les autres groupes.
Et c'est ça aussi, il faut faire la distinction. Ils ne sont pas serbiens ou croates, ces titres appartiennent aux pays réels que sont la Serbie et la Croatie. Dans ce pays, on les appelle les Serbes et les Croates. Et ensuite, tu ajoutes le titre bosnien devant. Donc Serbes de Bosnie et Croates de Bosnie pour indiquer leur titre ethnique spécifique. La plupart des Serbes et Croates du pays préfèrent se nommer simplement Serbes et Croates plutôt que Serbes de Bosnie ou Croates de Bosnie. Mais quand même, si vous voulez être technique, vous devez les appeler des Serbes de Bosnie ou des Croates de Bosnie. Les Bosniaques n'ont pas à préciser leur origine, ils sont bosniaques. Les Serbes sont majoritairement orthodoxes, les Croates principalement catholiques. Et les Bosniaques sont presque tous exclusivement musulmans, spécifiquement musulmans sunnites. Donc gardez cela à l'esprit. Bosnien désigne la citoyenneté, bosniaque fait référence au véritable groupe ethnique des peuples musulmans slaves du sud. Mais le facteur clé à considérer dans tout cela, c'est que les Bosniaques, les Serbes et les Croates sont en fait essentiellement le même peuple. Toutes leurs langues sont mutuellement intelligibles. La seule différence, c'est que l'un écrit principalement en latin et l'autre principalement en cyrillique. Ils se comprennent très bien en parlant. Peut-être que certains mots d'argot diffèrent, mais c'est essentiellement la même langue. Ils ont tous grandi en mangeant les mêmes plats, en écoutant la même musique, en connaissant les mêmes célébrités, en dansant les mêmes danses, tous en faisant le truc de Rocky. Ils se comprennent tous. C'est juste la différence d'affiliation religieuse, c'est tout. Sinon, ils sont totalement liés. Les Bosniaques sont intéressants parce qu'ils sont le plus grand et l'un des rares groupes slaves musulmans sur Terre. Il n'y en a que quelques autres, comme les Pomaks en Bulgarie et les Gorani dans le sud du Kosovo et le nord de la Macédoine dans les montagnes. Ils ont aussi cette folle tradition de la mariée peinte pour les mariages, et c'est une tradition qui disparaît, mais c'est aussi inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Je m'égare souvent, j'ai bu beaucoup de café aujourd'hui. Les Serbes, Croates et Bosniaques forment 3 groupes ethniques et partagent le même titre de citoyenneté. Et tout ça fonctionne ensemble, d'accord? Vous suivez? Bien, mais c'était pas tout, c'est encore plus complexe. Parce qu'il y a 3 principaux groupes ethniques reconnus par la Constitution, cela signifie que le pays a 3 présidents pour représenter chacun des groupes ethniques. Un président bosniaque, un président serbe et un président croate. C'est le seul pays au monde qui fait cela. Collectivement, ils partagent un mandat de 4 ans et tous les 8 mois, ils font tourner le titre de président en exercice à l'un des présidents. Ainsi, chacun peut exercer 3 fois la présidence pour un mandat de 4 ans. Mais c'est plus complexe car il y a en réalité 2 présidents serbes, j'expliquerai cela plus tard. Mais d'abord, pourquoi ont-ils ce système de triple présidence? Eh bien, il faut remonter aux années 90 et comprendre la guerre de Bosnie. C'était le conflit le plus sanglant après l'éclatement de la Yougoslavie. Cela prendrait beaucoup trop de temps à expliquer, mais en gros, c'était une partie du grand divorce des triplés. Croates et Bosniaques se sont alliés contre le gouvernement yougoslave centralisé, serbe à environ 90%. Donc pour simplifier, on pourrait peut-être simplement l'appeler serbe, mais bon. Mais ensuite, il y a eu genre un incident à une station-service, et puis les Croates et les Bosniaques ont commencé à se battre entre eux. Une petite guerre dans la grande guerre. Tous les camps accusent les autres d'avoir commis des atrocités, des massacres et des meurtres. Et c'était fou. Les années 90 dans les Balkans, c'était fou. C'est tout ce que je peux vraiment dire. Je n'y étais pas, je ne peux parler au nom d'aucun groupe. Écrivez ce que vous voulez en commentaire, pas de souci. Je ne suis pas là pour vous dire comment ressentir ce conflit. Je rapporte seulement mes recherches. Si vous avez des informations à ce sujet, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, d'accord? Peu importe. Au final, toute cette histoire s'est terminée avec les accords de Dayton en 1995. Cet accord est essentiellement ce qui a façonné toute la structure politico-administrative du pays. Et en apparence, ça semblait un peu désordonné, et ça l'est toujours un peu. Mais en raison de la structure sociale extrêmement complexe de ce pays, c'était en quelque sorte la seule façon qu'ils ont trouvée pour avancer. Vous savez, cette histoire de présidence tripartite pour les groupes ethniques reconnus par la Constitution, mais l'accord de Dayton a une particularité qui rend tout cela encore plus étrange. Selon l'accord de Dayton, un haut représentant doit être nommé par le Conseil de sécurité de l'ONU pour faciliter tout cela. Ses fonctions sont la supervision de l'accord de Dayton, la coordination, l'aide à la résolution des différends institutionnels et le rapport à l'ONU. Et dans certaines circonstances, ils peuvent également imposer des lois et destituer des politiciens. Ces pouvoirs du haut représentant sont connus sous le nom de pouvoir de bonne. Donc d'une certaine manière, il s'agit d'un fonctionnaire nommé au niveau international qui d'ailleurs n'est même pas citoyen du pays. C'est un haut représentant nommé par l'ONU. Selon le mandat, ils peuvent théoriquement intervenir directement dans le système intérieur et politique bosnien. Beaucoup de Bosniens herzégoviniens plaisantent en disant que ce haut représentant est techniquement le vrai président du pays.
ce qui les fait un peu lever les yeux au ciel en mode alors, à quoi ça sert d'avoir ces 3 présidents si on doit quand même se plier au haut représentant de l'ONU, qui d'ailleurs n'est même pas citoyen de notre pays. Mais pour être juste à ce sujet, je suppose qu'il faut aussi prendre en compte le fait que vous avez un État-nation composé de 3 grands groupes ethniques qui se sont battus sans relâche jusqu'à ce que ça n'en finisse plus. Et puis, soudainement, il faut en quelque sorte les remettre tous ensemble dans le même pays et trouver un moyen de les faire coopérer. Donc, je pense que cela pourrait demander une supervision, mais je ne sais pas. La vraie question est combien de temps ce système de supervision du haut représentant durera-t-il? Et si le pays peut montrer qu'il maintient une stabilité continue sur une longue période, est-ce que cela sera considéré comme une situation où le haut représentant pourrait éventuellement abandonner ses fonctions? Ou est-ce que ce sera toujours comme ça? On ne sait pas. Enfin, ça ne fait que 30 ans, et jusqu'à présent, les choses semblent bien se passer, mais c'est une question qui reste en suspens et personne ne connaît vraiment la réponse. Bref, voilà comment le pays est en quelque sorte gouverné. Mais maintenant, nous devons voir comment le pays est subdivisé administrativement. Donc tout d'abord, le pays est officiellement divisé en 2 principales entités administratives. La Fédération de Bosnie et Herzégovine, c'est là que vit la majorité des citoyens bosniaques et croates. Cette zone est divisée en 10 cantons. Et vous voyez ces 2 gars là-haut? Ces 2-là forment ensemble une seule exclave appelée Posavina. Ce sont des esclaves détachés qui font également partie de la Fédération de Bosnie et Herzégovine. Et puis vous avez la République serbe de Bosnie, où vit la majorité des Serbes, qui est divisée en 2 sections détachées dans le nord et l'est du pays. Cette entité entière a son propre gouvernement et président séparés. C'est pourquoi j'ai dit que le pays a en quelque sorte 2 présidents serbes. Un pour la République serbe de Bosnie, représentant le peuple serbe en République serbe, et un autre pour l'ensemble du pays de Bosnie-Herzégovine, représentant tous les Serbes. À partir de là, juste entre les 2 parties de la République serbe, semblant relier les 2 zones, se trouve le district autonome de Bredsko. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a été créé comme une entité administrative distincte avec sa propre autonomie. Parce qu'après la guerre de Bosnie, les accords de Dayton ont désigné le corridor du district de Bredsko comme un district autonome que ni la Fédération de Bosnie-Herzégovine ni la République serbe ne pouvaient contrôler. Et aujourd'hui, la population de ce district est presque parfaitement proportionnelle aux pourcentages nationaux de chaque groupe ethnique. Donc environ 50, 30, 20, et c'est là qu'ils tracent la ligne et se divisent. Mais cela ne répond pas à la dernière question. Qu'est-ce que c'est que l'Herzégovine? Pour faire court, très court, l'Herzégovine est une région historique qui occupe la majeure partie de ce qui est aujourd'hui le sud du pays. Au Moyen-Âge, elle était connue comme la terre de Hume, puis elle a été gouvernée plus tard par un duc, ou un Herzeg. Alors ils l'ont appelée Herzégovine, la terre du duc. Il n'y a pas de frontières ou de lignes précisément tracées qui définissent ce qu'est l'Herzégovine. Mais on comprend généralement qu'il s'agit simplement de la partie sud du pays, fortement centrée autour du bassin de la rivière Naredva. Vous le saurez quand vous y arriverez. Dès que vous entrez dans cette région, vous savez, le paysage prend vraiment un caractère plus chaud et plus méditerranéen. Vous commencerez à ressentir une ambiance plus typique de l'Herzégovine. C'est la meilleure façon de le décrire. Au fait, c'est la seule partie de la Bosnie-Herzégovine qui possède réellement une côte sur la mer Adriatique, dans ce très étroit corridor côtier de Neum. J'y suis allé pour une vidéo et j'ai filmé avec un drone, c'est fou. Il n'y a qu'environ 11 km de large, on la traverse en voiture, avec 2 postes de contrôle à chaque frontière. Cette route est incroyable. Quoi qu'il en soit, il est important de noter que l'Herzégovine historique chevauche les 2 côtés de ce qui est aujourd'hui la Fédération de Bosnie et Herzégovine et la République serbe de Bosnie. C'est aussi la région du pays qui a la plus forte concentration de Croates, qu'on trouve surtout près de la frontière avec la Croatie. Ça a du sens, Siroki Brijeg et Livno comptent parmi les principales villes des Croates, mais Mostar reste la plus importante pour l'Herzégovine et sans doute pour les Croates, même si les 3 groupes ethniques y vivent. Mostar est considérée comme la capitale non officielle de l'Herzégovine. La plus grande ville est le centre politique, économique et historique de la région. Donc encore une fois, pour récapituler, vous avez un pays qui possède un gouvernement centralisé, mais qui est divisé en 2 entités autonomes, dont l'une a son propre président. Et un district autonome autogéré situé entre ces 2 entités, ainsi qu'une région historique sans frontières de démarcation clairement définie, qui joue un rôle important dans l'identité de la nation. Et c'est pourquoi leur nom est ajouté au titre, avec une présidence à 3 membres, représentant 3 groupes ethniques reconnus par la Constitution. Cependant, un haut représentant nommé par l'ONU, qui n'est même pas citoyen du pays, peut annuler des lois et révoquer des responsables politiques.
Facile, non? Donc, après avoir mis environ 400 ans à assimiler tout ça, en prenant tout cela en compte, comment sont les habitants de la Bosnie-Herzégovine? Et que pensent-ils les uns des autres? Parce que voilà, il y a 30 ans, tu aurais peut-être eu des réponses passionnées avec des débats sur qui, quoi, où et comment tout s'est passé. Mais il faut comprendre que le temps passe et que le monde continue de tourner et qu'une toute nouvelle génération de Croates de Bosnie, de Serbes et de Bosniaques est née. Une génération qui n'a entendu que les récits de guerre et de souffrance de la part de leurs parents et grands-parents, mais qui peut s'asseoir tranquillement et siroter un café tout en faisant défiler TikTok sans fin. L'atmosphère actuelle du pays ressemble à celle du passé, mais en y regardant de près, des cicatrices visibles subsistent en souvenir. À Sarajevo, des impacts de balles et des traces de mortier comblées de résine rouge sont encore visibles sur les bâtiments. On les appelle les roses de Sarajevo. Ce que j'aime à Sarajevo, ce sont les roses de Sarajevo. Traces d'explosions de mortiers datant de la guerre, laissées visibles partout. On se demande ce qu'est cette tache, c'était une explosion. Des vestiges de guerre partout dans cette ville. Ici a débuté la Première Guerre mondiale, là où Gavrilo Princip a tué l'archiduc François Ferdinand. C'est hilarant. Ils exploitent vraiment à fond l'histoire de la Première Guerre mondiale. Expérience en réalité virtuelle, vivez l'assassinat de François Ferdinand et Sophie. Vivez une expérience immersive en réalité virtuelle de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. C'est maintenant disponible en réalité virtuelle. Tu sais, Beaucoup pensent que la Serbie est le dernier vestige de la Yougoslavie, mais je dirais plutôt que c'est la Bosnie-Herzégovine qui mérite davantage ce titre. Toute la structure du pays repose sur une sorte de fusion des Slaves du Sud ou des Yougoslaves. Et oui, ils sont pratiquement indiscernables les uns des autres en surface. Je veux dire, à part quelques divergences idéologiques, mais quand même, c'est un peu comme une mini-Yougoslavie. Quand j'y suis allé, Robert et son agence Rio Travel m'ont offert une super expérience en me faisant découvrir le pays et des sites sympas. Je lui ai dit franchement, quand je vais en Bosnie-Herzégovine, mon but principal est de parler aux gens pour connaître leur point de vue sur la dynamique sociale du pays. Voilà ce que j'ai obtenu. Je veux comprendre la dynamique sociale entre Bosniaques, Croates et Serbes, car ils vivent tous ici dans cette ville très mixte. La Bosnie-Herzégovine a une histoire riche et compliquée, marquée par des conflits. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Comme tu l'as dit, on a beaucoup d'histoires, beaucoup de conflits et tout ça. Donc je regarde toujours vers l'avenir. Je pense que ce pays a un avenir, que nous faisons partie de l'Europe, que nous devrions faire partie de l'Union européenne, de l'OTAN et tout ça. Nous avons beaucoup de différences, mais plus encore de points communs. Et je pense que nous devrions travailler sur ce qui nous unit, ce qui est similaire dans chaque culture, chez chaque peuple ici. Parce que je pense que les Bosniaques, les Serbes et les Croates sont vraiment des peuples similaires. Nous avons des différences. Nous avons connu la guerre et de nombreuses difficultés, pas seulement ces 30 dernières années, mais aussi avant. Mais je pense que nous devons nous concentrer sur ce qui nous unit et sur ce que nous montrons au monde. Nous n'avons aucun désaccord, aucun conflit, ni rien de tout cela, parce que nous sommes simplement des gens ordinaires qui vivent ici. La seule chose qui nous différencie, c'est notre religion, mais quand on vit ici, dans cet environnement de Sarajevo, je pense que nous n'avons même pas le temps d'avoir des disputes, parce que je crois que la plupart des gens savent ce qui s'est passé dans l'histoire. Ce n'est pas seulement l'histoire récente des années 90, même avant cela, avec toutes les guerres, ce qui s'est passé. Je pense que la jeune génération ici veut vivre ensemble. Ensemble. Oui. Je viens de voir ce gars. Tu regardes Geography Now, non? Ouais, d'accord. Eh bien, tu es apparu dans mon fil d'actualité ces dernières années. Tu vas maintenant apparaître dans mes vidéos. Peux-tu te présenter? Salut, je m'appelle Aris Murkla. Je suis né aux États-Unis, à Chicago. J'y ai vécu pendant 11 ans, puis nous sommes revenus. Nous avons une entreprise familiale. D'après ce que tu comprends et d'après ton expérience de vie ici, quelle est la dynamique sociale actuelle entre les Serbes, les Bosniaques et les Croates? J'ai une maison en Croatie. Je connais donc bien les traditions là-bas. Je joue aussi au hockey sur glace et vais souvent en Serbie, Croatie et Slovénie. Donc je connais toutes les personnes de la région, j'ai beaucoup d'amis. Et je dirais que, tu sais, parfois c'est présenté de façon plus négative que ça ne l'est vraiment. Aucun de nous n'a de problème. Tout va bien ici. La religion est la seule différence, mais on écoute la même musique et on aime la même nourriture. D'accord, donc tu es croate, serbe ou bosniaque? Croate. Croate. Qu'est-ce que tu ressens quand tu dis que tu es citoyen croate bosniaque? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est bizarre pour toi? Tu es citoyen de Bosnie-Herzégovine, mais croate. Qu'est-ce que tu ressens? Oui, c'est exactement comme ça que je me sens.
Citoyenne de Bosnie-Herzégovine, mais croate. Croate. Je me suis habituée à ça, donc c'est normal pour moi. Explique. Mais ce n'est pas grave. Tu dois expliquer, mais ce n'est pas un problème. Ouais. Nous sommes des personnes qui, je pense que, aujourd'hui nous nous respectons vraiment, parce que nous vivons ensemble et nous pouvons vivre ensemble. C'est le plus important. Avez-vous la double nationalité? Oui. Vous en avez. Pensez-vous que la plupart des gens en Herzégovine en ont aussi? 99%. 99% ont la double nationalité. Je suis musulman bosniaque. Je suis croate bosniaque. Quand il s'agit des jeunes générations, je pense que nous pouvons vraiment bien nous tolérer les uns les autres. Et il n'y a pas de grande tension. Bien sûr, il y a toujours des gens qui cherchent des problèmes. Nous essayons d'éviter ces personnes. J'ai des amis serbes, d'autres croates aussi, mais on s'entend toujours très bien. Ouais, et c'est presque pareil. Pour moi, par exemple, la nationalité n'a pas vraiment d'importance. Et pour moi, ce qui compte, c'est que tu sois une bonne personne, un bon gars, rien d'autre. Donc c'est pas un problème, je vois aucun problème là-dedans. Donc tu peux être un musulman fier, tu peux être un croate fier, ce que tu veux. On n'a pas besoin d'avoir la même vision du passé. Je pense que nous devrions avoir la même vision pour l'avenir. C'est le plus important. Nous sommes vraiment semblables, presque identiques. En gros, la même mythologie, la même mentalité. Le code génétique est presque identique. Vous ne pouvez pas faire la différence entre les Serbes, les Croates, les musulmans ou les Bosniaques. En termes de langue, nous dirons tous « je parle croate », « je parle bosniaque », « je parle serbe ». C'est pareil à 95%. Concernant la culture, la mentalité, c'est en grande partie similaire. L'histoire, si vous demandez aux Bosniaques, ils auront leur propre version de l'histoire. C'est ça. Les Croates auront leur propre version de l'histoire. Les Serbes auront la leur. Dans chacune de ces versions de l'histoire, ils sont, ou nous sommes, les vainqueurs. Et la plupart du temps, nous sommes les victimes. Chacun est à la fois héros et victime. Oui. En gros, la vérité se trouve quelque part entre les deux. Si tu demandes à des gens pris individuellement, des gens humbles et normaux, la plupart d'entre eux ont des amis croates, serbes et bosniaques. Je suis juste curieux, qu'est-ce que le programme scolaire enseigne en Bosnie-Herzégovine? Est-ce qu'ils enseignent la perspective bosniaque, ou croate, ou serbe, ou un mélange des trois, ou comment ça fonctionne? En fait, un mélange. Donc à l'époque, je sais pas si c'est toujours comme ça, on avait le bosnien, le croate et le serbe comme une seule matière, et on avait une semaine où on écrivait en cyrillique. Une semaine en cyrillique, ils enseignaient les deux. Oui, d'accord. Donc, T'as un peu des deux. ce programme scolaire concerne-t-il Sarajevo ou tout le pays? Bonne question. Pour cette partie de la Bosnie et la partie de la fédération, oui, c'est le cas. Mais pour l'autre partie, je ne suis pas vraiment sûr. Par exemple, je vis dans le canton 10, qu'on appelle Herceg-Bosanska Županija, à l'intérieur de ce canton. Donc la majorité, ce sont les Croates, donc nous apprenons principalement le croate. Par exemple, je ne sais pas écrire ni lire le cyrillique. Je ne sais pas écrire. Moi, je sais pas lire, ouais, par exemple, lui, il sait, mais je l'ai pas appris à l'école, donc tout est différent, mais ça devrait être différent. D'accord, tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Robert Dacicin, je viens de Banja Luka en Bosnie-Herzégovine. Je crée du contenu comme toi. Et oui, on s'est rencontrés l'année dernière, mais je suis fan depuis de nombreuses années. En fait, avant... Je suis fan de toi car ce gars, c'est le roi de la Bosnie-Herzégovine, il est partout. Les gens le reconnaissent, prennent des photos avec lui, c'est une célébrité ici. Tout ce qui touche la Bosnie-Herzégovine, adresse-toi à ce gars. Tu es serbe et citoyen de Bosnie-Herzégovine. Oui, quand tu vis en Bosnie et si tu es né serbe ou croate, ça peut être un peu difficile de comprendre ton identité, je dirais parfois. Ça dépend des gens, mais je me sens serbe et j'en suis très fier, tout en étant aussi très fier d'être bosnien et herzégovinien. Et même si je considère la Serbie comme mon pays, je suis vraiment très fier quand je voyage. Quand on me demande d'où je viens et que je dis Bosnie-Herzégovine, alors que je suis né dans un pays ravagé par la guerre, on me pose des questions comme « Avez-vous le Wi-Fi ? Avez-vous des voitures ? Avez-vous… » Parce que la perception de la Bosnie est généralement très superficielle et on nous perçoit typiquement comme un pays qui a eu une guerre, qui pourrait être dangereux et où il n'y a peut-être pas grand-chose à faire. Je suis très fier car désormais, en venant ici, tu vois que ce sont des gens et un pays cool. Je pense que notre principal problème en tant que pays est le manque de fierté nationale, alors que de nombreux Serbes et Croates sont fiers de leur pays. Parce que tout le pays a une dynamique sociale étrange.
C'est presque comme 3 pays en un. Comme les Croates, les Serbes et les Bosniaques, ils doivent coopérer pour n'en faire qu'un seul pays. Je pense qu'on s'entend bien. Je crois que ce sont juste les politiciens qui font semblant qu'on ne s'entend pas, mais je pense que les gens sont vraiment cool. Et je pense que 99,5% des gens s'aiment vraiment les uns les autres. Par exemple, la Bosnie joue la Coupe du Monde et tout le monde la soutient. Juste, le discours médiatique peut parfois être un peu écrasant. Que penses-tu de la direction que prend la Bosnie-Herzégovine aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui est le meilleur moment dont je me souvienne. En 2015, tout le monde se demandait où devrais-je aller. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'histoires de gens qui reviennent. La diaspora revient. La diaspora revient vraiment parce que je pense que la Bosnie est devenue un peu plus stable. Ici, on peut vraiment célébrer tellement de fêtes. Donc tu fais Noël chrétien, Noël orthodoxe, le calendrier chrétien. Orthodoxe et catholique. Pâques, puis le Ramadan. Ouais. Donc je pense que tout au long de l'année, tu as tellement de raisons de t'amuser et je pense qu'on est le seul pays au monde à réussir à trouver un équilibre entre tous les camps. Ouais, ton passeport, t'es le seul en Europe qui peut aller en Russie sans visa, non ? Donc serbe, bosniaque et monténégrin. Avec ces passeports, tu peux aller en Chine, en Russie et dans l'Union européenne sans visa. sans aucun visa. On arrive vraiment à ménager les 3 camps. Les Serbes s'entendent avec les pays soviétiques, les Croates avec l'Union européenne et les Bosniaques avec les pays musulmans comme l'Arabie saoudite, les Émirats et la Turquie. Donc je pense qu'au lieu de chercher des raisons de se battre, on devrait vraiment trouver un moyen de faire de cette différence une bénédiction. Donc tu es bosniaque, n'est-ce pas ? Oui, bosniaque et musulman. Non. Tu as donc grandi musulman. J'ai justement une autre question. Les gens, quand ils pensent à l'islam, ils pensent aux musulmans. Ils pensent aux femmes voilées et aux hommes arabes, tu sais, portant le thobe. Et toi, comment décrirais-tu l'islam en Bosnie-Herzégovine ? L'islam est identique, mais notre culture diffère. Pourtant, en Occident, parler d'islam fait penser à la culture arabe. Ici, nous avons une culture européenne, beaucoup de traditions et de culture ottomane, mais nous sommes un peuple européen. Mais notre religion, c'est l'islam. 50% des gens en Bosnie sont musulmans. Et c'est notre religion. Et c'est notre foi. Mais notre culture est différente. Nous avons une culture plus occidentale. Et c'est pourquoi, quand je dis à quelqu'un que je suis musulman dans le monde occidental, ils sont surpris. Un peu choqué. Oui, tu n'as pas l'air typique. Je n'ai pas l'air de correspondre aux stéréotypes, oui. L'islam reste le même, mais les traditions diffèrent totalement. Ici, nous partageons davantage de modes de vie et de traditions avec les orthodoxes et catholiques. Mais quand on parle de foi et de religion, c'est quelque chose que nous avons beaucoup en commun avec la Turquie. Et parce que les gens de Turquie, à l'époque ottomane, sont venus ici et ont apporté l'islam ici. Donc notre culture est similaire à celle de la Turquie, mais pas avec les Arabes, parce que nous n'avions pas de telles choses en commun dans notre passé avec cette partie du monde. Oui, autre chose, et toi en tant que femme, cela m'intéresse vraiment, car la plupart ici sont musulmans bosniens, bosniaques. Et beaucoup de gens, quand ils pensent à l'islam, ils pensent, tu sais, au style arabe, comme le hijab, la burqa, ou les hommes avec des barbes, ou peu importe, mais toujours en train de prier ou autre chose. Mais en Bosnie, ça a l'air un peu différent. C'est pas comme ça. J'ai toujours dit que nous sommes les musulmans les plus blancs. Je pense que c'est à cause de l'influence de toute l'histoire. Nous avons d'abord vécu sous l'Empire ottoman pendant environ 500 ans. Ouais. Après ça, c'était comme ottoman-hongrois. Austro-hongrois, ouais. Désolé. Autrichien, austro-hongrois. Et je pense que c'est un mélange de tout ça. Il y a aussi des musulmans ici. Tu as des musulmans qui pratiquent l'islam, qui prient, qui portent le hijab. Peu importe. Oui, et tu as aussi différents types de musulmans. Ils disent qu'ils pratiquent l'islam et tout ça, mais ils célèbrent peut-être seulement les fêtes comme l'Aïd, le Ramadan et tout ça. C'est très bien que la plupart des gens ne te jugent pas. Par exemple, il y a des personnes qui pratiquent. La plupart du temps, ils ne vont jamais te dire « Pourquoi tu fais pas ça ? T'es musulmane toi aussi ?» Oui. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes très tolérantes, parce que même avec ta religion, tu peux décider dans quelle mesure tu vas la pratiquer. Je le vois beaucoup ici. Oui. Par exemple, tu as des gens ici qui vont à la mosquée et prient. Mais d'un autre côté, tu peux voir d'autres personnes qui boivent ou autre chose.
Oui. À un pâté de maison, il y a une mosquée, à un autre pâté de maison, un bar. Oui. Parce que nous avons ce genre de mentalité spécifique. La mentalité des Slaves du Sud. Ou plutôt balkanique, c'est balkanique. Oui. Pour quelqu'un qui n'est jamais venu en Bosnie-Herzégovine, Qu'aimeriez-vous partager avec le monde entier? Je pense que cette partie du monde est une véritable perle de l'Europe et qu'ici, pour pas beaucoup d'argent, vous pouvez venir passer d'excellentes vacances et en apprendre beaucoup sur l'histoire. J'invite tous tes abonnés à découvrir Sarajevo et la Bosnie-Herzégovine, ils ne le regretteront pas. Je veux dire au monde entier de venir visiter l'Herzégovine. Les gens y sont vraiment chaleureux, c'est un endroit chaleureux. Nous avons une excellente cuisine locale et le meilleur vin. Une nature incroyable, des gens bien. C'est bon marché. Et je pense que vous devriez venir voir et juger par vous-même. Allez visiter la Bosnie-Herzégovine, parce que nous avons tellement de choses à offrir. Vous serez très satisfaits ici, et vous serez très bien accueillis ici. j'espère juste que toutes ces conneries vont s'arrêter et que les gens comprendront que la seule chose importante, c'est d'aimer, de vivre et de s'amuser en fait, et de simplement se soutenir les uns les autres. Je suis donc très heureux de pouvoir faire partie de ton voyage en Bosnie. Et je sais que tu aimes tellement les Balkans. Je veux vraiment dire à tous que même s'il est cool devant la caméra, il l'est encore plus en dehors quand tu lui parles. Si tu le dis. Mais d'accord. J'espère aussi que tu revisiteras la Serbie, la Croatie et tous les Balkans. Monsieur Bosnie-Herzégovine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon gars. Voilà, ce sont les interviews. Et il semble que le sentiment général, c'est qu'on s'en fiche un peu. On est tous pareils. Et je trouve ça plutôt cool. Je dois dire que mon principal objectif était de m'adresser aux Bosniaques, car la Bosnie-Herzégovine porte le nom du plus grand groupe ethnique du pays. Je comprends. Mais aussi, c'est un peu comme, tu sais, ils sont musulmans, mais ils ont aussi cette culture et cette identité sud-slave des Balkans. Et cette région du monde ressemble beaucoup à d'autres régions du monde où je suis allé, où il faut toujours trouver un moyen pour que la foi et la culture se rejoignent, fassent des compromis ou s'opposent. C'est toujours l'un de ces trois cas. Et c'est très particulier. Par exemple, je suis allé en Asie centrale, au Turkménistan. Là-bas, ils aiment la vodka et le président a même son visage sur une marque de vodka. Mais quand je suis allé au Koweït, il disait « Nous, on ne ferait jamais ça ». Donc je trouve ce genre de dynamique sociale très fascinant selon la région où tu vas. C'est vraiment unique de voir comment des peuples qui revendiquent une même foi agissent différemment selon la région où tu vas. Et je dois dire, les Bosniens, tu ne peux pas leur enlever la rakia. Laisse-moi juste dire ceci. Une de mes plus grandes erreurs dans la vie, c'est que je suis venu ici et j'ai défié un Bosnien à un concours pour voir qui boit le plus de rakia. Ça ne s'est pas bien terminé. Kint Rakia. Je vais défier le meilleur chef de Bosnie-Herzégovine à un concours pour voir qui boit le plus de rakia. Allons-y, tu choisis. Choisis, c'est toi le chef. D'accord, Jiboli. Jiboli, jubilé de Djibri. Deuxième shot de rakia, numéro 2. Allons-y, Djiboli. D'accord, troisième shot, Djiboli 0. Très bien. J'essaie de battre ce stupide et sexy chef bosnien. Ok. Quatrième shot. Quatrième shot. Qu'est-ce que tu aimes dans les Balkans? Les Balkans et le rakia numéro 1. Il va pas gagner. Il va pas gagner. Je ne bois pas d'habitude. Vraiment, vraiment. Il y a un chien. En fait, ce chien a gagné. Ce chien a remporté le titre de meilleur chien bosnien de l'année. Ouais. D'accord, j'ai fini. Mec, j'ai perdu contre un musulman à un concours de picole. Genre, je n'ai pas du tout gagné. Chef Nano, il m'a battu. Mais ouais, la Bosnie-Herzégovine. C'est comme une mini-Yougoslavie. 3 grands groupes de personnes qui sont fondamentalement les mêmes, mais pourtant si distincts les uns des autres. Mais en gros les mêmes, sont tous réunis et doivent trouver un moyen de coopérer, même s'ils partagent tous cette même identité sud-slave des Balkans. C'est comme un pays où tout est chaotique, mais c'est un chaos contrôlé, et ils se comprennent tous dans ce chaos, tu vois. Et je suis fasciné par des endroits comme ça, donc ouais. Merci Robert Dassichen de m'avoir invité, merci Rio Travel et merci Bosnie-Herzégovine pour cette expérience incroyable. Passez une bonne journée. À bientôt, restez cool et à l'écoute.